Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, de retour à Bruxelles avec une actualité européenne brûlante, puisque la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé sa candidature pour continuer pour un deuxième mandat. Alors, Virginie Joron, évidemment, vous avez souhaité réagir à cette actualité. J'imagine que vous aviez envie de parler aussi du bilan de ces 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous ressentez les choses? Je suis étonnée d'un côté et pas de l'autre. Alors étonnée parce que le bilan, on va le rappeler, hein, c'est l'occasion de saisir cette opportunité pour refaire son bilan de 5 ans, avec beaucoup d'affaires. Hein. Il y a quand même 2 scandales qui prédominent ce premier mandat. L'affaire du Qatargate et pour moi aussi un gros dossier, l'affaire du Pfizergate. Je rappelle qu'il y a quand même des procès en cours, plusieurs, hein, en Europe et aux États-Unis, donc l'affaire du New York Times, qui demande l'accès aux SMS. Hein. Rappelez-vous, c'est l'affaire du plus gros contrat entre la Commission et Albert Bourla, le PDG de Pfizer, où elle n'a pas voulu transmettre les SMS malgré les demandes des députés européens, malgré les demandes de la médiatrice européenne et ainsi que la Cour européenne des comptes. Et donc il y a ces procès qui sont toujours pendants. Mais ça n'empêche pas effectivement d'annoncer ce week-end à tout le monde qu'elle est candidate pour le parti de la CDU et qui fait partie du plus grand groupe aujourd'hui majoritaire au sein de l'hémicycle, le PPE, pour être la présidente de la prochaine commission de cette année. Donc, étonnant par rapport à tous ces méfaits durant cette mandature, puisque je rappelle que la médiatrice européenne a fait une enquête récemment, c'est le deuxième en 10 ans, où elle dénonce un problème de mauvaise administration. Donc, c'est quand même elle qui est impliquée indirectement de cette mauvaise administration. Et en même temps, pas étonnant, parce que c'est vrai que c'était des bruits qui couraient, hein, que c'était le plan A de la CDU, pour que Mme Ursula von der Leyen puisse remettre le couvert. Et en fait, on voit bien aussi que ce bilan démontre qu'il y a eu une volonté de la part de cette présidente de s'accaparer des pouvoirs, que finalement, il y a eu un consensus autour de cet accaparement des pouvoirs, comme lors de la crise Covid en matière de compétences de santé, où elle s'est arrogé le droit de pouvoir contractualiser avec des big pharma et qui nous engage, hein, je le rappelle, jusqu'en 2027, voire 2028, avec aujourd'hui un nouveau contrat avec Moderna pour des vaccins ARN messagers. Surtout, la crise ukrainienne lui permet finalement de s'arroger aussi une compétence qu'elle n'a pas naturellement, c'est en matière de défense, puisqu'elle souhaite, et elle l'a annoncé encore ce week-end, mettre en place un commissariat à la défense pour le prochain mandat. Donc, ça, c'est une annonce qu'elle a faite effectivement à la conférence de sécurité de Munich. De Munich, oui, qui est un sommet annuel où tout le monde se rencontre, notamment diplomates, de différents pays qui prennent part à ce conflit, et notamment l'OTAN qui était présente. Et donc effectivement, au sujet de cette crise en Ukraine, elle a annoncé effectivement la volonté de poursuivre de l'organisation et la mainmise par rapport à cette commission von der Leyen concernant l'achat de munitions et l'organisation peut-être d'une défense européenne, puisqu'elle a juste annoncé que c'était sa volonté de vouloir mettre en place un commissariat à la défense. On en reviendra, je pense, après, plus tard, par rapport au choix peut-être de candidat qui reprendra ce commissariat. Mais en tout cas, le bilan est quand même exécrable, hein, j'ai envie de dire. On voit bien qu'aujourd'hui, la crise du monde agricole, c'est quand même aussi son bilan, puisque ce n'est pas qu'en France que la crise agricole se révèle, mais aussi dans plusieurs différents pays d'États membres, dont la Pologne, l'Allemagne d'ailleurs, son pays d'origine, aux Pays-Bas, et avec la même revendication. Elle est quand même porteur, c'est elle qui a mis en place le Green Deal, le rapport aussi sur le pacte vert, le ferme à la fourchette, donc toutes ces nouvelles normes qui finalement ont été et sont contraignantes pour le monde agricole. Et donc c'est aussi son bilan. Aujourd'hui, la crise, on ne peut pas l'ignorer. On voit qu'il y a encore des manifestations en France, et en Allemagne encore récemment. Dans d'autres pays, ça commence aussi à émerger, comme en Roumanie. Donc, il y a quand même une critique et il y a quand même des revendications concernant cette politique qui concerne les agriculteurs.
comme je l'ai dit, des affaires quand même juridiques qui sont graves avec des procès différents par rapport au contrat Pfizer. Et puis, on attend aussi l'enquête du procureur européen, puisqu'elle avait annoncé qu'elle ouvrait une enquête suite au signalement de différents citoyens européens concernant la mauvaise gestion de l'achat des contrats de vaccins durant ce mandat. Donc c'est vrai que le bilan il n'est pas très reluisant, même si de l'autre côté ils vont nous dire que grâce à eux ils ont pu acheter des vaccins, mais j'ai envie de dire... C'est vrai que c'est un peu le discours qu'on entend quand même. C'est le discours dominant, mais ils oublient de dire qu'en parallèle, je rappelle les chiffres, 71 milliards d'euros, 4,6 milliards de doses, qu'aujourd'hui on est en train de jeter des doses puisqu'il y a eu une surcommande que j'ai dénoncée lors des auditions de la commission Covid. Et puis en plus, quid de la position de la commission quand on voit que Pfizer attaque la Pologne ou la Hongrie parce qu'ils veulent sortir finalement de ce traquenard. C'est que la Pologne et la Hongrie voulaient arrêter de commander des doses et que donc du coup Pfizer, Pfizer veut au contraire que les contrats soient honorés, quel que soit l'état pandémique ou pas. Et là, la Commission, pour le coup, laisse finalement ce laboratoire et même ces États qui vont maintenant finalement encourir peut-être des sanctions de la part de Pfizer. Et donc, c'est aussi une mauvaise gestion. C'est aussi le bilan de la Commission von der Leyen, puisqu'elle les a engagés, elle a engagé ses États membres à souscrire auprès de ces différents laboratoires, et notamment Pfizer, puisque, comme je l'ai dit, c'est le plus gros contrat qui a été négocié en toute opacité. Donc, c'est aussi le bilan. L'affaire du Qatargate, c'est vrai, on n'en parle pas trop, et pour cause, parce que ce sont surtout des socialistes qui sont visés, alors que c'est une affaire qui est quand même grave, puisque ça remet en question la transparence, la probité des députés européens, et on voit que finalement, ça n'avance pas, que les levées d'immunité, même si c'est en cours, les députés continuent à être présents au sein du Parlement européen, ce qui peut être choquant, surtout pour nos citoyens qui ne comprennent pas pourquoi, avec une telle affaire, avec des preuves flagrantes. Je rappelle Eva Kaili, donc membre du Parlement européen, vice-présidente du Parlement, qui a été prise en flagrant délit avec des sacs de plus de 100 000 euros provenant du Qatar, et en plus avec des résolutions qui étaient en faveur et des positions de vote en faveur du Qatar. Donc c'est vrai que c'est toujours en cours. Et là aussi, ça relève aussi de la responsabilité de la Commission von der Leyen, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de... c'est un dossier qui est mis sur le côté. Alors effectivement, Mme Metsola elle a essayé un petit peu d'aménager le règlement, mais ça ne change rien au fond, parce que je vais vous donner un autre exemple. Metsola, c'est donc la présidente du Parlement européen. Donc elle nous a mis en place un nouveau règlement pour que les députés répondent à des questions de transparence, mais ça on l'avait déjà en début du mandat. Donc là, nous demande juste de déclarer si nous voyons des lobbies, mais ça on l'avait déjà vu avant, notamment lors de la prise de rapport. Mais là, il y a aussi des trous dans la raquette, puisque là, on vient d'apprendre qu'il y a eu, lors d'un déjeuner d'une association de parlementaires, des lobbyistes sont rentrés organiser ce déjeuner. Donc, lobbyistes, c'était donc Big Pharma, Moderna et BioNTech, qui, lors d'un déjeuner, ont demandé aux législateurs de prendre des décisions sur des dossiers qui sont quand même importants. Je rappelle, c'est le secteur médical, notamment la gestion des données. Et donc, il y a deux rapports qui vont venir en mois de mars concernant donc, la gestion des médicaments, et parce qu'en fait, il y a des demandes très précises, notamment sur les études cliniques. Et donc, il y a un cahier des charges qui est présenté aux législateurs. Et si on n'avait pas eu écho de cela, personne ne saurait que les lobbyistes rentrent comme ils veulent dans le Parlement. Effectivement, il y a un registre de transparence, c'est déclaré. Mais les discussions qui concernent quand même des données importantes, par exemple, ils demandent aux législateurs de redéfinir la notion de vaccin, d'enlever l'ARN messager de la directive des OGM, parce qu'ils considèrent que c'est un point négatif pour les patients. Donc c'est quand même des demandes très précises, avec un impact quand même important pour les patients et même pour les citoyens européens. Et ça, c'est encore fait en toute opacité. Donc il y a des trous dans la raquette, c'est sûr que rien n'est parfait, mais ça, c'est aussi la responsabilité de la Commission von der Leyen. Mais après, j'ai envie de dire, vu ce qu'elle a fait, puisque je vous dis, il y a ces procès qui finalement mettent en avant ce problème de transparence, ce problème de conflit d'intérêts, si à elle ne s'applique pas ces règles, comment faire appliquer ces règles à tout le monde ?
Alors, merci pour ces éclaircissements, Madame Joron. Pour le reste de l'activité de la semaine, il y avait quand même sur le site de la Commission européenne des informations intéressantes également. Il y a ainsi cette enquête ouverte par la Commission sur un appel d'offres du ministère bulgare des Transports qui porte sur 20 trains électriques ainsi que leur entretien pendant 15 ans pour un marché estimé à 610 millions d'euros. Alors c'est la société chinoise CRRC Qingdao, alors je suis désolé, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Mais en tout cas, c'est un fabricant public chinois de trains qui donc aurait passé avec l'État de la Bulgarie donc un marché public de 600 millions d'euros avec de l'argent forcément européen qui va être impliqué là. Et donc, comment ça vous fait réagir finalement que ces marchés publics C'est aussi un problème, on l'a vu en marché intérieur, on a essayé de défendre, parce que ça relève de la compétence de la commission marché intérieur dans laquelle je siège, effectivement, on a essayé d'aménager la directive concernant les marchés publics, où effectivement on voudrait un certain protectionnisme, parce que d'abord on voudrait faire, privilégier nos entreprises locales, nationales, j'ai envie de dire, et puis après européennes. Mais c'est vrai que dès qu'on essaye de défendre les intérêts européens pour des raisons de concurrence ou de l'OMC, à chaque fois ils nous sortent les règles de règles de commerce de l'OMC et on peut pas donc effectivement restreindre le marché. Or je rappelle, et ça c'était aussi l'objet d'un débat à la plénière, c'est l'exemple des panneaux solaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous reste quelques entreprises dans l'Union européenne qui fournissent des panneaux solaires. Et parce qu'effectivement, il n'y a pas de ce protectionnisme, en tout cas où on essaie de favoriser les entreprises européennes, et aujourd'hui, elles partent aux États-Unis parce qu'elles ont compris que là-bas, elles avaient plus d'aide de l'État, puisque c'est la fameuse loi que M. Biden, par rapport à la crise de Covid pour le relancement de l'économie aux États-Unis, a mis en place. Et donc, voilà, on se fait encore avoir, et c'est le problème de toute cette Union européenne, qui finalement ne protège pas les intérêts nationaux et encore moins européens. On le voit avec cet exemple. C'est pas étonnant, c'est pas le premier cas et il y en aura d'autres. Alors, une autre nouvelle de cette semaine, c'était donc la nomination de Wolfgang Bücherl, qui était donc nommé chef de la représentation régionale de la Commission européenne à Munich, en Allemagne. Et de 2016 à 2021, donc on nous explique qu'il était coordinateur pour la santé au sein de la Commission, donc chargé de la santé, en tant que responsable géographique pour la France et l'Allemagne. Et est-ce que vous avez une réaction à cet égard ? Non, c'est pas. Voilà, c'est la saison des recasages, j'ai envie de dire. Et comme là, je ne sais pas si c'est le moment opportun d'en parler, c'est que donc dans l'annonce de Mme von der Leyen concernant la mise en place pour la prochaine mandature d'un commissariat à la défense, on va essayer de recaser ce fameux Radek Sikorski. Alors, qui est-il ? C'est un ancien député, pas si ancien que ça, parce que ça fait depuis peu qu'il est parti. C'est un ancien député du PPE, donc de sa même famille politique, polonais, qui est siégé dans la délégation UE-USA, dans laquelle je siège, et donc président de cette délégation, et qui a dû partir suite aux élections en Pologne. Vous savez, c'est cette coalition un peu bâtarde, mais qui a permis à Donald Tusk d'avoir les rênes du pays. Et donc, ce député a quitté les fonctions de député européen pour être ministre des Affaires étrangères, actuellement. Et donc là, a priori, ça serait le candidat parfait pour Mme von der Leyen pour reprendre ce futur commissariat à la défense. Alors, quand on regarde de plus près, j'en ai parlé, le scandale du Qatargate, c'est à cette occasion qu'on a appris qu'il y avait plusieurs députés qui étaient dans le collimateur, qui avaient des problèmes de conflit d'intérêts. Donc, on a tous découvert ça l'année dernière, donc déjà avec l'affaire Eva Kaili. Et donc, on s'est rendu compte que, par exemple, ce député, tous les ans, il partait en Arabie Saoudite pour un forum. Alors, on ne sait pas vraiment l'exactitude et le sujet de ce forum, mais c'est un forum en Arabie Saoudite qui s'appelle Sir Bani Yas. Et donc, tous les ans, il va là-bas 2 jours et il a un chèque de 100 000 $. Et c'est vrai que c'est un article qui a été sorti par Politico et d'autres journalistes qui pose question. Sur le fondement de cette activité. Est-ce que ça n'a pas effectivement il n'y a pas un conflit d'intérêts, parce qu'en même temps, ce n'est pas moi qui le dis, c'est aussi les journalistes, ils découvrent que les positions, finalement, les résolutions qui pourraient
être sanctionné l'Arabie Saoudite, notamment avec l'affaire Khashoggi, eh bien, ils sont plutôt réservés sur ces dossiers concernant l'Arabie Et Saoudite. là, en l'occurrence, cette personne avait été transparente sur sa déclaration d'intérêt. C'est ce qu'il dit. C'est ce qui dit que tout a été déclaré, mais il ne déclare pas le fond de ses interventions en conférence. C'est quoi le sujet? Quelle est sa mission? Parce que normalement, on doit mettre un programme. Donc apparemment, c'est ce qui fait défaut dans ses déclarations. Il a déclaré apparemment qu'il a aussi une société de conseil. Bon, voilà, après, c'est du déclaratif. Après, ce qui pose question, c'est comme dans toute activité, c'est-à-dire le conflit d'intérêts. On l'a vu avec Sylvie Goulard, quand elle a été candidate à la commission pour le marché intérieur. C'est-à-dire qu'idem, elle touchait des fonds, elle c'était 10 000 euros, 11 000 euros par mois par un think tank, sans produire de travail. Donc la question, c'est à partir de... À l'époque où elle était députée au quand Parlement elle était européen. députée, voilà, parce qu'elle était aussi députée européenne, en même temps, elle touchait 10 000 euros par mois. Et donc la question, c'était, OK, mais à quel titre? Est-ce que c'est une production de travail avec des projets? Enfin voilà, on peut pas. Ou alors, je veux dire, c'est plus intelligent qu'Eva Kelly, qui elle part avec qui touche au final la même chose, mais elle avec des billets, des sacs de billets, et elle aussi ne justifie pas, mais finalement. C'est un peu la même chose, j'ai envie de dire, quand on touche 10 000 euros sans produire de travail par un think tank. Et là, ça serait un peu la même chose avec une conférence. C'est-à-dire 2 jours de conférence, 100 000 $. Je ne sais pas en 48 heures ce qu'il fait, mais je suis curieuse de voir ce qu'il fait, parce que ça peut donner des idées, parce qu'à ce prix-là, ça vaut peut-être le coup aussi de partir dans ces pays, quoi. En tout cas, c'est des affaires qui ne sont pas jugées aujourd'hui, mais qui, effectivement, se sont liées dans la presse. Question, parce qu'effectivement, c'est la presse qui sort ce dossier. Comme dans tous les dossiers un peu problématiques, et je salue le travail de ces journalistes, mais après, malheureusement, il n'y a pas de suite, et nous, on est là, on est un peu aussi lanceur d'alerte pour poser les questions à la commission, et je pense que s'il sera demain candidat à cette commission, je pense que ça sera une des questions, puisque, comme vous le savez, donc il y a la présidence de la commission qui sera donc présentée aux députés, donc comme on l'a fait en 2019. Donc la candidate se présente, il y a un vote secret, ça aussi. C'est-à-dire que la procédure prévoit, après les élections, effectivement, d'avoir des... Donc il y a un vote pour la présidence, donc avec un vote secret là aussi. Pourquoi on cache le vote des députés alors que ça devrait être transparent? Et après, vous avez le vote de la commission. Et entre ce laps de temps, en entier, avec tous les commissaires. Avec tous les commissaires, et pendant ce laps de temps, pour la mise en place de ces commissions, il y a des auditions. C'est-à-dire que dans chaque commissaire qui sera choisi par l'État, leur État, devra se présenter et devra défendre sa candidature. Et donc j'imagine que si c'est lui qui sera candidat, ça sera une des questions qui lui sera posée. Il faudra qu'il justifie, quoi. Eh bien, merci Madame Geron pour ces éclaircissements. À très bientôt sur nos réseaux.